Comment se manifeste la blessure de trahison en contexte professionnel? Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes ces peurs et comportements mal adaptatifs qui freinent la productivité chez l'adulte ambitieux. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et de rester connecté parce qu'ici, vous allez devenir autonome pour savoir porter très haut vos projets personnels. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la blessure de trahison au contexte professionnel. Pour toutes les personnes qui tomberaient pour la première fois sur cette chaîne par cette vidéo, comprenez que j'ai pris l'initiative de décortiquer les blessures d'âme heu, tous connus et qui ont été assez vulgarisés par, Lise Bourbeau, par, son livre, «Les 5 blessures de l'âme qui, empêchent d'être soi-même» et donc moi j'aborde ces blessures-là, ces blessures d'âme-là, mais dans le prisme du contexte professionnel. Sur cette chaîne, je n'aborde que le contexte professionnel. Vous savez, une blessure d'âme qu'on contracte dans l'enfance et beh, c'est une blessure qui vient mettre une très grosse empreinte sur le comportement du cerveau. Et le cerveau, à moins que vous soyez vraiment très, rigide, et très rigoureuse, comme personne, mais le cerveau ne met pas forcément de cloison entre la sphère professionnelle, la sphère personnelle et cetera. Donc si vous portez en vous une blessure, elle se contaminera de façon assez intuitive dans toutes les sphères de vos vies. Donc, vous serez à la fois une personne souffrant de blessures de trahison dans votre sphère personnelle que dans votre sphère professionnelle. Et ici, j'aborde justement comment se manifestent les blessures d'âme en contexte professionnel, comment en guérir ou alors le plus possible se rapprocher de la guérison et quels sont après les bienfaits, n'est-ce pas, que peuvent récolter, que peuvent tirer les personnes qui prennent l'initiative de guérir leurs blessures d'âme. Pour la blessure de trahison, parce que pour aujourd'hui, c'est la blessure de trahison, que nous allons aborder. De quoi s'agit-il? La blessure de trahison, c'est une blessure, c'est en fait, c'est la blessure d'abandon plus, plus, plus. Contrairement à une personne qui souffre de blessure d'abandon et qui comme ça se morfond, se laisse aller et qui est vraiment on va dire en mode passif. La blessure de trahison, elle, c'est une personne qui était abandonnée, qui était bafouée, dont les émotions, n'est-ce pas, en tant qu'enfant, n'ont pas été acceptées et accueillies par les parents, mais une personne qui va développer une certaine proactivité. C'est vraiment une personne, qui se sent bon, pas rejetée parce que c'est aussi parce que le rejet fait appel à une autre sorte de blessure, mais c'est une personne qui s'est vraiment sentie abandonnée et dans cet abandon-là, elle a pris la décision, vraiment, c'est une force qui vient de l'intérieur. Elle a pris la décision de prendre les choses en main pour ne plus se faire abandonner. C'est pourquoi le masque, de la trahison, c'est la blessure, c'est le masque du, contrôlant. C'est une personne qui aime beaucoup contrôler, et qui se sent, n'est-ce pas, en insécurité si elle ne contrôle pas et c'est une insécurité qui est née durant l'enfance et c'est une insécurité qui est née parce que, bah, les parents n'ont pas su, vous voyez l'enfant quand il grandit, il a besoin de certains appuis émotionnels parce que, bah, son petit âge ne lui permet pas à l'enfant de comprendre assez clairement et distinctement les choses et donc lorsque le parent, beh, pour des raisons diverses et variées, n'a pas su apporter cette sécurité, émotionnelle. Des parents, par exemple, manipulateurs, malheureusement, des parents abusifs, des paroles qui, n'est-ce pas, qui ne savent pas garder le sens de la confidentialité, qui fouinaient, dans la vie privée de l'enfant. Heu, je ne suis pas du tout des personnes qui pensent que l'enfant doit avoir une vie privée, mais l'enfant doit avoir un certain sens de l'intimité. C'est important de respecter l'intimité de l'enfant et c'est important de lui demander quelque part, de lui apprendre, n'est-ce pas, à comprendre et à conserver son intimité. Donc l'enfant, il était très vite, on va dire, violé dans son intimité, heu les parents qui pistent les enfants, les parents qui ouvrent la chambre des enfants sans forcément cogner. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent à l'enfant de se sentir sécure et de se sentir quelque part protégé. Mais malheureusement, un enfant qui souffre de blessures de trahison et qui grandit, bah, c'est un enfant qui a été, livré à des parents, on va dire, abusifs ou alors ce sont des enfants qui ont interprété certains actes de parents protecteurs comme étant abusifs. Donc c'est ça, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas développé une certaine, intimité et donc il a développé un masque du contrôlant, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est senti trahi dans ce qu'il était au plus profond de lui.
Donc ça, c'est pour poser le contexte et maintenant comment cela se manifeste en contexte professionnel? Eh beh, premièrement, c'est une personne justement qui n'a pas de confiance. Clairement, c'est une personne qui ne fait pas confiance et ce manque de confiance peut être vraiment de façon très brute, comme vraiment une personne qui a genre le sang à l'œil. Un collègue, quand tu le regardes, tu sens que celui-là vraiment, il n'est pas du genre fair play, il n'est pas du genre, à collaborer de façon passive, de façon plutôt proactive, de façon, assertive, vous voyez? Et c'est vraiment une personne qui a vraiment le sang à l'œil ou alors c'est un collègue qui est vraiment un peu plus dans la finesse, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas dans la confiance. Il y aura toujours des volontés de contrôler, de ne pas faire confiance, de poser des tests, de scruter, de comprendre, vous voyez vraiment cette atmosphère de manque de confiance, c'est malsain et malaisant, surtout pour des personnes, qui le subissent qui peuvent subir cela comme ça, mais ça crée un climat de peut-être même de crise en fait, un climat même aussi pourquoi pas d'austérité, un climat de malaise parce que lorsque vous travaillez avec une personne, bah, qui n'a pas confiance en vous, lorsque vous avez un manager qui n'a pas confiance en vous, vous avez un collaborateur ou un associé qui n'a pas confiance en vous, qui vient toujours derrière vous regarder, checker ce que vous avez fait, mais ça rend quelque part même psychopathe, on appelle ça même le micromanagement. Et ben c'est comme ça que peut se démontrer, la blessure de trahison en contexte professionnel. C'est qu'il y a pas de confiance et ça crée un malaise et beh, qui peut, à la longue, couper, n'est-ce pas, des liens de collaboration, des liens d'affinité et des liens même de confiance, simplement. Le deuxième point, c'est quoi? C'est une personne qui est insensible parce que justement, elle a peur de se faire, manipuler, elle a peur de se faire trahir, voilà, c'est une personne qui a peur de se faire trahir, une personne qui souffre de blessures de trahison et ben, elle peut vraiment être insensible, n'est-ce pas, à certains manifestations. Elles peuvent développer une certaine forte rigidité parce qu'elle a peur de se faire envahir, de se faire manipuler, de se faire trahir. Donc elle peut développer une grosse insensibilité alors qu'au fond, les personnes qui sont des blessures de trahison et qui portent le masque, du contrôlant, ce sont des personnes très sensibles. Elles sont très sensibles et elles sont souvent très touchées, n'est-ce pas, par des choses qui se passent, mais elles montrent une certaine insensibilité lorsqu'il y a elle a des très gros coups durs et beh, on a l'impression vraiment que c'est une machine, elle rebondit du tac au tac, une grosse, rupture, dans la sphère professionnelle, soit, elle est virée ou bien elle perd un gros contrat. Aussitôt, le jour qui suit ou la semaine qui suit ou le mois qui suit, dépendamment justement de l'envergure du projet, et ben elle est maintenant elle est à la recherche de nouveaux contrats, elle fait du prospect et cetera. C'est une personne vraiment on a l'impression en fait qu'elle n'a pas d'émotion. Mais en fait, si elle a des émotions, juste que c'est une insensibilité qu'elle développe pour garder le contrôle. Parce que pour cette personne, c'est très important de garder le contrôle. Un autre point d'une personne qui sont de blessure de trahison, ben, ça découle directement du point précédent, c'est qu'elle est têtue. C'est une personne qui est très têtue. Elle ne veut pas se laisser convaincre, elle ne veut pas se laisser impressionner, elle ne veut pas se laisser, comment dire ça? C'est son manque de sensibilité justement qui la rend têtue. Ça peut être une démonstration justement de personnes qui souffrent de blessures de trahison, c'est que souvent elles ont besoin de tester par elles-mêmes pour comprendre, pour sonder les choses en profondeur. La têtuité, ça peut justement causer beaucoup de désagréments, surtout lorsque par exemple, on est par exemple à la tête, d'un grand département ou bien d'une entreprise et qu'on a des décisions comme ça à prendre du tac au tac, des décisions importantes, d'ordre vital justement pour l'entreprise et parce que n'est-ce pas, on s'enferme d'une certaine têtutesse, mais ça peut être vraiment, heu, on va dire destructeur en fait pour le projet qui est mené. Donc la têtutesse, ça peut aussi être une façon de remarquer une blessure de trahison au contexte, professionnel. Professionnel, j'entends parler une personne qui est salariée, qui est, cadre, qui est supérieur ou bien qui est même entrepreneur, hein. Le contexte professionnel rejoint tout cela. Et il y a aussi le côté colérique, bah, c'est une personne qui peut être très colérique et cette colère peut ressortir lorsqu'elle se sent en danger, elle se sent attaquée, lorsqu'elle sent qu'elle perd le contrôle, et bah, une personne qui a la blessure de trahison devient très colérique, une colère même limite, noire, une colère qui peut même effrayer et surprendre certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'un autre point justement de la blessure de trahison, c'est la séduction et la manipulation. Donc tantôt, on voit une personne justement qui est très avenante, très présente, très, bon,
Volontairement, j'ai employé des mots un peu à connotation péjorative, séduction et manipulation, mais c'est vraiment une personne, n'est-ce pas, tellement elle aime avoir le contrôle que instinctivement, elle développe des aptitudes à savoir, comprendre les personnalités des gens, cerner les personnalités des gens, voir leurs points forts, voir leurs points faibles. C'est pas forcément dans le but de faire du mal, hein, mais c'est juste que c'est en eux, tellement la blessure de trahison en elle était tellement forte que instinctivement, en grandissant, eh beh, pour toujours garder le contrôle, elles ont su analyser en profondeur les personnes. Une personne qui souffre de blessure de trahison, c'est une personne qui a une très forte intuition et ça, je vais vous le partager un peu plus tard dans le slide qui suivant, justement par rapport aux avantages de guérir la blessure de trahison, mais c'est justement la forte intuition. Elles savent très bien cerner les gens et malheureusement, parce que la blessure de trahison les guide comme ça, et dépendamment aussi, vous voyez, des ambitions qu'elles ont, eh ben, peuvent être très manipulatrices et très séductrices et souvent, eh ben, elles dépassent même la frontière de l'éthique au travail. C'est qu'elles peuvent malheureusement, eh beh, consommer, des rapports sexuels avec des collaborateurs, avec des managers, des supérieurs, parce que si vraiment elles jugent, n'est-ce pas, qu'elles ont besoin davantage de conquérir des terrains, pour garder le contrôle, elles peuvent oser consommer. Après, je ne juge pas, hein, mais moi, je ne suis pas forcément bon, bref, je ferme la parenthèse, je donne pas mon avis, mais elles peuvent avoir, justement cette posture d'esprit à consommer des rapports sexuels pour avoir des avantages, pour garder le contrôle et donc quand on ne garde pas le contrôle et beh, on revient au point précédent, elles tombent dans des colères terribles. Donc c'est comme ça que se démontre, n'est-ce pas, la blessure de trahison en contexte professionnel. Maintenant, comment guérir d'une blessure de trahison? Les personnes qui souffrent de blessure de trahison, franchement, en termes d'ambition, elles sont très équilibrées. C'est pas comme la blessure d'abandon qui a besoin qu'on lui tienne la main. C'est pas comme la blessure de rejet qui, à chaque fois qu'on la critique, eh ben, elle se casse. Non, la blessure de trahison, elle garde toujours la sérénité dans les ambitions qu'elles ont. Donc, ce sont vraiment des personnes très, alors là, très équilibrées. Elles savent mener des projets de bout en bout. Elles n'ont pas besoin tant que ça de travailler sur des aspects bien particuliers, si ce n'est que, en tout cas, c'est ce que moi j'ai détecté, je n'ai détecté qu'un seul point de, on va dire, d'amélioration pour guérir de sa blessure de trahison, c'est juste avoir accepté d'être vulnérable. C'est par l'acceptation de sa vulnérabilité qu'une personne qui a souffert de blessure de trahison peut vraiment exceller. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant sur sur sa vulnérabilité, beh, qu'elle commencera à accepter, beh, de faire confiance. Accepter sa vulnérabilité, c'est accepter de faire confiance à autrui, c'est accepter de se faire rouler, c'est accepter de se faire, abandonner, c'est accepter de se faire, en fait, c'est accepter, n'est-ce pas, de perdre le contrôle, de accepter de recommencer, accepter de ne pas être la préférée, d'une certaine personne. C'est cette vulnérabilité-là, en fait, que la blessure de trahison a besoin de travailler pour parfaire, n'est-ce pas? L'excellence qu'elle traduit déjà. Parce qu'une blessure de trahison, c'est une personne très équilibrée. À part les personnes qui sont plus ou moins qui n'ont pas tant que ça des blessures en fait à travailler, la blessure de trahison, c'est vraiment, on va dire quelque part, bon, après c'est mon appréciation personnelle, hein, mais pour moi la blessure de trahison, c'est la meilleure blessure pour performer, si jamais on aurait des blessures, hein. C'est la meilleure blessure pour performer en termes de contexte et d'ambition, parce que c'est une blessure très équilibrée qui garde toujours l'avantage par rapport à ce qu'elle peut, produire. Donc c'est juste en fait accepter d'être vulnérable, accepter de ne pas être la préférée, accepter de se mettre de côté, d'être mise de côté en tant que personne. C'est accepter d'être abandonné parce que la blessure de trahison, c'est une blessure d'abandon, proactive et accepter en fait, de perdre simplement. Donc vraiment juste travailler sa vulnérabilité et si on travaille sur sa vulnérabilité en termes de blessure, de trahison, qu'est-ce qu'on en tire? Eh ben, on en tire simplement, tous les avantages à avoir, toujours une blessure de trahison, mais de façon un peu plus saine, déjà vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc déjà, le premier point, c'est quoi? C'est que c'est une personne qui sera un très bon chef, un très bon manager, un très bon organisateur parce que c'est une personne déjà qui aime le contrôle. Donc en termes de multitasking, alors là, il y a pas mieux. C'est une personne qui a toujours l'œil sur tout, qui contrôle, qui check et cetera, les KPI et cetera. C'est une personne qui adore ça. Du coup, si elle sait juste dominer cette blessure-là, malsaine, elle sait la guérir, bah, c'est une personne juste qui est un très bon c'est une personne alors là,
en termes de management, un peu, elle se rapproche vraiment de la blessure de rejet parce que la blessure de rejet, elle, c'est une grosse performeuse lorsqu'elle transcende cette peur de la critique là, la blessure de rejet, c'est une grosse performeuse et la blessure de trahison aussi, c'est une très grosse performeuse et elle sera un très bon chef parce qu'elle saura toujours identifier ce qui ne va pas à temps. Pourquoi? Parce qu'elle sait contrôler. Là, maintenant, ce ne sera plus en mal, mais ce sera juste de façon saine par rapport à son cadre de travail. Un autre point, c'est quoi? C'est que la blessure de trahison, déjà parce que naturellement, elle a un côté assez séducteur, pas forcément mal, hein, la séduction, c'est pas quelque chose qu'il faut blâmer. C'est l'un des atouts que nous avons en tant qu'être humain, juste que la séduction ne doit pas être abusive pour l'autre. Donc parce que elle a ce côté un peu, séducteur, qui met la confiance. Donc naturellement, on lui donne une impression de force. Elle dégage un aura qui accorde la confiance, qui accorde la force, un aura qui accorde, en fait, on veut lui faire confiance et justement, on a raison de vouloir lui faire confiance parce que elle s'est démontré qu'on peut lui faire confiance. C'est ça, en fait, une personne qui a une blessure de trahison et qui sait et qui l'a guéri et qui l'a sublimé. C'est une personne qui a un très bel aura, c'est un très bon chef et une personne, je le disais tantôt, c'est une personne qui a une très belle intuition parce qu'elle a appris à détecter les choses, elle a appris à comprendre les choses et parce qu'elle a une bonne intuition, eh beh, elle saura déceler tel profil va correspondre mieux à tel poste, telle personne ne sera pas un bon collaborateur pour moi, ne sera pas un bon associé pour moi, telle personne ne sera pas, un bon client pour moi, un bon prospect pour moi, telle personne va mieux convenir ici, là, 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 là. C'est une personne qui sait lire, elle sait lire les émotions. Bon, pas lire, après là, j'exagère un peu, hein, excusez-moi, je parle avec passion, c'est un profil qui, m'épate. Mais pour parler de façon un peu plus sérieuse, c'est une personne qui a juste une forte intuition, du coup, elle peut cerner rapidement les profils des gens, les émotions, plus ou moins des aptitudes psychologiques. Elle peut aussi faire une très bonne, DRH, un très bon manager de toutes les façons. Donc cette forte qualité d'intuition, eh beh, elle est très, utile lorsqu'on développe un business, lorsqu'on est à la tête d'une très belle entité, département et cetera. Bah, c'est une l'intuition sert toujours parce qu'on comprend plus ou moins avec qui on a affaire et ça aide toujours pour, soit avoir des coups d'avance ou bien, savoir se retirer, eh beh, quand ça ne nous est plus profitable. Voilà. Du coup, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je l'ai voulu très bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez, autour de vous. Le but, c'est pas de faire l'apologie d'une certaine blessure ou autre. Le but, c'est de vous pousser à l'autonomie émotionnelle et affective. De toutes les façons, lorsque vous travaillez votre autonomie affective, vous ne pouvez qu'aller vers le haut, en fait. Vous ne pouvez que monter et vous sublimer. Et croyez-moi, toutes les aptitudes que vous avez, vous pouvez toujours les sublimer, bah, si vous prenez juste connaissance et c'est ça, oui. Si vous prenez connaissance juste de vos blessures intérieures, si vous prenez connaissance de vos schémas comportementaux, mal adaptatifs pour le coup, parce que tous les schémas comportementaux ne sont pas mauvais, mais il y en a qui sont très mal adaptatifs, les schémas comportementaux qui font tourner en rond, qui font rentrer dans des cercles vicieux, qui ne vous profitent pas pour tirer le meilleur de vous-même. Voilà. Du coup, j'attends avec plaisir vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester connecté pour la suite. À très vite. Ciao.